le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors Pitch Club Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Et cette semaine, on a un très bon raconteur de très bonnes histoires, en la personne de Jérémy Lorca. Salut Jérémy. Salut, ça va ? Ça va ? Merci d'être avec nous aujourd'hui pour revenir un peu sur ta carrière, tes projets et sur ta façon de travailler. Et voilà, en fait, on voulait juste en introduction savoir ce que tu pouvais te présenter un peu pour les auditeurs. Jérémy Lorca, je fais du stand-up depuis 3 ans. Pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent le Paname, ils doivent me connaître parce que je viens très souvent au Paname, je joue aussi mon spectacle. Et puis avant ça, j'ai commencé l'humour il y a 5 ans à peu près, si on compte pas le confinement. Et du coup, j'ai été chroniqueur radio pendant 4 ans, aussi des chroniques télé. D'accord. Voilà. Et donc tu parles de ton spectacle que tu joues, qui s'appelle Viens on se marque, qui est tous les mercredis au Petit Palais des Glaces. Ouais. Et en plus, dis pas petit, fais genre Palais des Glaces, comme ça, c'est genre, je le resta un peu. Alors non, t'inquiète, on coupe pas, on s'en fout. Donc Viens on se marque tous les mercredis au Palais des Glaces. Ouais. Et en plus, tu vas nous dire que c'est prolongé jusqu'à mois de mars. Exactement. Magnifique. Ouais. Je devrais jouer 2 soirs par semaine après. Ouais. C'est cool. C'est quoi l'objectif après de... Bah franchement, l'objectif il est loin, mais c'est quand même l'Olympia. Hein, L'Olympia. À un moment donné, évidemment. Mais pourquoi tous ces humoristes qui veulent l'Olympia ? Pourquoi ? Parce que Jacques Brel a joué une fois. Non. Ou c'est parce qu'il y a le nom. Je pense qu'on est très égocentrique et c'est pour avoir notre nom. Ah. Et moi, je te jure, j'ai souvent pensé, je me pose des dilemmes le soir. Je me dis waouh, je prendrais une première partie pour chauffer les gens, mais est-ce que j'aurais la générosité de mettre son nom en dessous du mien à l'Olympia ? Je dis non, je crois que je le ferais pas. Dur. Ah ouais, carrément. L'enfoiré, quoi. J'avais une question, c'est comment t'as trouvé le titre ? Viens on se marre. En fait, je trouvais un titre vraiment générique et c'était un peu flemme de trouver un titre et du coup, j'ai fait ça. C'était un peu bateau, j'ai fait ça il y a 3 ans. Donc je t'avoue, c'est un peu très large. Oui, c'est très large, mais du coup, en préparant le podcast, on a regardé un peu sur ton Insta et je vois que tu ressors un peu des dossiers à toi. Oh putain, t'as vu ça ? Deux extraits vidéo qu'on a vus. T'as quand même une scène magnifique dans Sex and the City. La plus grande scène de la série. Ouais. C'est incroyable quand même. D'ailleurs, je me disais, je te connaissais de quelque part, non, je me rappelle. C'est un charisme fou, effectivement. Ça t'est tourné où ça ? À Paris, au Kong, avec Carole Bouquet, Sarah Jessica Parker. Et c'était comment alors le tournage ? Écoute, je t'explique, j'ai posté ça sur Insta parce qu'en fait, il y a Édouard Deloignon qui a posté ses pires figurations, genre, tu sais, ses tout petits rôles, en disant je comprends pas pourquoi ma carrière elle explose pas. Et je me suis dit, Édouard, vas-y, je te rends hommage, fais un challenge, je fais pareil parce que tu sais, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait plein de petits boulots et mon premier job c'était Sex and the City, c'est vrai. Et c'était cool. C'était un des premiers, c'est-à-dire que tu... J'ai jamais eu un cachet. Mon premier cachet, c'est Sex and the City. T'étais à peine acteur, quoi. Ah bon, je venais à peine d'arriver, machin et tout. Franchement, c'était bien. Je comprenais rien en anglais. Il y avait rien, tu vois. Mais il fallait juste partir à Bag One Action et moi, je suis parti à Action. Il y avait Sarah Jessica Parker derrière moi qui m'a dit psst, psst, comme ça. Je me retourne, tu vois. Elle me fait des grands gestes. Et là, elle dit stop it. Et tout le restaurant me regarde en disant il va se faire défoncer. Et moi, je lui dis, sorry, it's my first time. Elle dit, non, you're cute et tout. Et du coup, elle m'a fait un câlin. Mais moi, je connaissais pas la série. Je savais pas l'importance de ce câlin. Donc, j'ai pas apprécié à sa juste valeur ce hug. T'en avais jamais entendu parler avant ? Non, pas du tout. D'accord. C'était une série, moi, j'ai jamais eu de télé. C'est une série américaine. Enfin, tu vois, je connaissais pas. D'accord. Et on voit un peu, on te voit en 3/4, on aperçoit un petit bout de ton visage, mais tu fais quand même une apparition dedans. C'est vrai. Et aussi une autre apparition que t'as montré. Alors là, t'as une réplique, c'est dans le film 99 francs de Frédéric Beigbeder. Avec Yann Kounen. L'adaptation du livre de Frédéric Beigbeder, réalisé par Yann Kounen avec Jean Dujardin. C'est ça, exactement. C'était comment Yann Kounen, la direction ? Écoute, tu sais, moi franchement, j'avais une phrase, mais j'étais content de le faire parce que c'était mon deuxième taf. C'est un peu l'évolution, la promotion. Premier taf, tu parles pas, mais t'es dans une série américaine. Deuxième taf, t'as une phrase. Tu sais, tu grappilles, quoi. Et tu grattes un peu. Et écoute, j'avais une phrase, donc il était très cool, Dujardin très cool, mais je l'ai fait aussi parce que c'était le jour de mon anniversaire. J'avais 20 ans ce jour-là. Donc je trouvais ça cool de faire à 20 20 vois. C'est super. C'est un signe. C'est que t'étais fait pour faire ça. Ouais. Et après, t'as fait d'autres apparitions comme ça. J'ai fait en vrai, là, j'ai posté les trucs les plus ridicules et les plus petits. Après, j'ai fait des vrais rôles, des vraies scènes, du vrai texte et tout, tu vois. Bien sûr. Mais c'était aussi pour montrer, en gros, écoute, on passe tous par quelque chose. Hein. T'arrives, ton premier job, t'as pas de parole. Le deuxième job, t'as une phrase. Troisième job, t'as une mini-scène. Après, t'as une scène. Après, t'as 3 jours. Tu vois, c'est un peu... Comme disait Drake, started from the bottom, now we're here. Ah moi je suis à fond de bottom. Sans mauvais jeu de mots. Oui, on a compris. On va revenir un petit peu sur ta biographie. Oui. Présente-nous un petit peu quand c'était, là où t'as grandi. Écoute, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais, dans un bled qui s'appelle Avion, qui aurait pu s'appeler Terminus. C'était infernal. Pourquoi ? De chez Infernal. Je vais pas mentir là-dessus. Tu sais, il y a Danny Boone, il a sorti un film qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. Oui.
Et effectivement, moi j'ai connu d'autres villes dans le nord qui sont incroyables. Hein. Lille, c'est incroyable, j'y retourne tout le temps, c'est ma ville. Mais cette ville-là, en particulier, je dois le dire, Avion, c'était pas bienvenu chez les ch'tis, vraiment bienvenu chez les cons, quoi. Vraiment, c'était terrible parce que, oui, il faut le dire, enfin, tu sais, tout n'est pas rose dans la vie, il y a pas que des bisounours, là, pas. Le Nord, c'est des gens accueillants, waouh! J'y ai passé 17 ans, les amis, ils m'ont jamais accueilli. À quelle heure ils sont accueillants, les gens du Pas-de-Calais profond? Non, pas du tout. Moi, mon meilleur ami s'appelait Mustapha. Dans la rue, on traitait de sale bougnoule et moi de sale pédé, et on avait 12 ans. Et c'était des adultes qui abaissaient leurs fenêtres. Et c'est tous les jours de ma vie, alors comme beaucoup de gays en France, mais tous les jours de ma vie, j'ai entendu sale pédale, tu vois, jusqu'à mes 15 ans. Mais ce qui est choquant dans ce truc-là, c'est que c'est pas que à l'école, c'était vraiment des adultes dans la rue. La mentalité, là-bas, elle est incroyable. T'as l'impression qu'ils sont 3 siècles en arrière. Mais il y a vraiment du racisme, de l'homophobie. Il y a pas que ça, il y a un gros taux de chômage. Non mais tu vois ce que je veux dire? Et évidemment, il y a toujours du positif dans le négatif. Et j'ai survécu et tout va bien, mais c'est vraiment pas des souvenirs chouettes, quoi. Il faut aussi dire, arrêtons, c'est comme les mamans. Tout le monde sacralise les mères, on n'a pas le droit de parler sur les mères. Les mères, elles sont sacrées, mais d'où elles sont sacrées, les mères, en fait? Non, mais sans déconner, tu t'es fait sauter un soir par un mec, t'as voulu garder l'enfant pour garder le mec, ou alors juste pour avoir des allocs. Après, t'élèves très mal ton enfant, on doit dire, ah non, la maman, elle est sacrée, mais faut arrêter. Les mères, elles sont pas sacrées, les villes de province, ça peut être de la merde, quoi. Tu penses qu'il faudra un ouais. permis de naissance, comme disait Bec BD? Oh, mais je rêve d'avoir un permis de naissance, sans déconner, mais bien sûr. Bien sûr. Alors, c'était comment cette enfance? Parce que t'es né d'un À père part les italien. côtés négatifs, est-ce qu'il y a des trucs bien quand même? Non, honnêtement, je veux dire la vérité. T'as pas de souvenirs? Il y avait pas de souvenirs heureux. Pas de souvenirs positifs de l'enfance. Les potes, peut-être. Écoute, j'avais pas beaucoup de copains parce que j'étais vachement exclu à l'école, tu vois. Et mais vraiment exclu fort. Et comme j'étais un peu bagarreur, je suis devenu bagarreur par la force des choses. Je t'explique. Comme toujours, on m'insultait, on me tapait. Au bout d'un moment, on te tape, tu tapes. Enfin, en tout cas, moi, c'est dans ma personnalité. Et le problème, c'est que j'ai failli me faire virer de toutes les écoles à cause de ça. Parce que, par exemple, je me souviens que l'école primaire, il fallait 3 croix pour être envoyé de l'école. J'en avais 2,5 et j'étais arrivé au CM2, la rentrée de CM2. Je devais faire avec une demi-croix pendant toute l'année pour pas me battre. T'étais en sursis. J'étais en sursis pendant toute l'année en sursis. C'était terrible. Mais c'est les gènes du père qui est. Non, il s'est passé quoi? C'est vraiment, c'est trop les coups de poing dans le ventre. T'arrives plus à respirer, les trucs. À bout d'un moment, ça devient de la survie, le truc, tu vois. T'es victime de harcèlement scolaire. Mais de fou, mais comme jamais, mais pas comme jamais, comme plein de gens. Mais en tout cas, bien sûr, tout le temps. Donc c'est pour ça des souvenirs heureux de l'enfance, que ce soit à la maison ou à l'école. Je sais que c'est pas très sexy à dire, mais j'en ai pas. Franchement, j'ai pas de souvenirs heureux. Pour moi, ma vie, elle a commencé quand je suis arrivé à Lille à 17 ans. J'étais seul. J'ai vécu seul à 15 ans. Donc déjà, ça c'était. T'as vécu seul à 15 ans? Ouais, ça c'était cool. Comment ça se fait? T'es parti de chez toi à 15 ans? Non, c'était plus perso que ça, mais en gros, disons que ma mère a retrouvé quelqu'un d'autre. Oui. Et du coup, elle m'a plus ou moins fait comprendre que je lui rappelais son passé, que ça serait peut-être bien que je sois pas encore là, tu vois, parce que j'ai une mère qui est incroyable. Et mais avant, j'en parlais pas trop. Je parle très rarement de ma mère. Ça te dérange pas d'en parler là? Non, ça me dérange pas dans le sens où je suis en train d'écrire un livre là-dessus pour exorciser et puis aussi pour dire aux gens, franchement, l'important c'est pas ce qu'on vit avant, c'est ce qu'on va en faire, tu vois. C'est pas d'où on vient, c'est où on veut aller. Tu vois, j'ai vécu des trucs qui étaient pas très cool, puis au final, je fais mon métier aujourd'hui. Je suis peut-être pas une resta, mais en tout cas, je gagne ma vie. Je suis en accord avec ce que je suis. Enfin, tu vois, j'assume qui je suis et tout va très bien. Mais en gros, à 15 ans, j'ai vécu seul et là, ça s'est un peu inversé la vapeur parce que je suis arrivé dans une cité. Je suis retourné en fait d'où je venais, donc cité vénère. C'est une des cités les plus hardcore. Mais t'as trouvé un appartement comment? C'était ma mère, elle travaillait à la mairie, elle avait un plan appart. Donc du coup, c'est elle qui payait mon loyer. J'avais un petit peu d'argent de poche. J'ai une famille qui est très modeste, donc c'était très peu d'argent de poche et un très bas loyer, un HLM. J'étais dans une tour au 12e étage seul. Et du coup, le truc est que je suis arrivé, j'ai analysé la situation. Je me suis dit, waouh, moi je venais quand même du centre-ville entre guillemets. Enfin, je sais pas que c'était bourgeois le centre-ville, mais plus que là où j'étais. Et j'allais dans un lycée zone sensible, dans une ZUP, tu vois, et je vivais tout seul dans une barre HLM. Et autant te dire que j'étais pas Rambo. Tu vois, j'avais, si tu veux, moi j'avais pas de repère masculin chez moi, donc du coup, quand je prenais un dessert ou une tâche, je levais mon petit doigt, quoi. Donc c'était un peu problématique. En plus, on m'avait traité de pédé pendant 15 ans, donc je savais à quoi m'en tenir. Et en fait, je crois que c'est venu un peu, ça n'a pas été peut-être conscient, mais c'est un peu vrillé dans mon esprit. C'est là où j'ai commencé à être un peu rigolo. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Tu sais, en faisant du travail sur toi, tu réalises comment ça a commencé. L'humour, on te pose toujours cette question, comment ça a commencé. Et en vrai, je crois que mon instinct de survie, il s'est dit, ok, tu vas te faire dépouiller tous les jours. À un moment donné, deviens la mascotte ou deviens rien. Et comme j'étais pote avec les plus jolies filles du lycée,
tu vois, tous les mecs, un peu Kaira, et c'était, Ouais. tu vois, ils voulaient tous être potes avec moi pour que je leur arrange un coup. Ah, il voulait que tu fasses la passe D. Exactement, et la passe décisive. Et si tu veux, et moi, je commençais à devenir marrant. Tu vois, à essayer de développer un peu le côté clown, mais je kiffais ça. Et en fait, je suis devenu le gars rigolo. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas eu un souci au lycée pendant 3 ans. Alors, je vivais seul, machin, dans une cité, pas un problème. Et c'est pas à cause de ma famille, parce que j'ai une famille, machin, qui vivait dans cette cité, qui était un peu connue, etc. C'est pas ça qui me protégeait, c'était plutôt le côté marrant. Et je pense qu'il pouvait pas m'arriver un truc. Je pense qu'on touchait un de mes cheveux, il y avait 10 potes qui arrivaient en disant, mais tu le touches même pas, en fait. Tu vois? Dans cette cité, il n'y avait pas un côté village un peu quand t'es arrivé? De fou. Et tu sais, on dit toujours, après j'ai vécu dans d'autres milieux, j'ai vécu à Neuilly-sur-Seine, qui est très bourgeois à Paris, etc. Et de cette cité-là, pour le coup, j'avoue que c'est les gens les plus ouverts d'esprit que j'ai rencontrés. Franchement, on croit toujours que c'est l'inverse, que c'est les... Mais pas du tout. Enfin, tu vois, moi j'ai vraiment, pour le coup, là c'était... Ouais, on va dire que mes souvenirs heureux, je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a commencé à 15 ans quand j'ai vécu seul. Donc, 15 ans, ta vie a commencé. Ouais. Toi, les premiers délires avec tes potes, tes nouveaux potes, des gens Un que tu peu, découvres. un peu découvert des boîtes de nuit, etc. et Ouais. tout. Mais si tu veux, c'était aussi un peu compliqué parce que quand même, comme je vivais seul, j'avais une autre charge mentale. Enfin, tu vois, j'avais d'autres trucs à assumer. Tu sais, calculer pour les courses, tu vois, gérer l'argent. T'allais faire tes courses à Shopee. Je faisais des trucs. C'est pas pour faire miskin, Non, faire ouais. pleurer les gens, mais je te jure, j'avais des techniques mais imparables. Déjà, j'allais que au ED parce qu'il y avait qu'un ED dans cette cité, et je prenais des petites pizzas, biscuits apéritifs qui coûtaient genre 50 centimes, et en fait, je les rapprochais entre eux dans une assiette, et quand tu faisais cuire 20 secondes au micro-ondes, ça faisait comme une pizza. Ça se collait. Et ça, c'était mes pizzas. Comme à moi. dans le film, là, Retour vers le futur. Oui. Quand il met Ah, la il fait pizza ça, bah qui est voilà. très énorme, là. C'est ça. Et bah là, c'était un peu dans cet D'accord. esprit-là. Donc, j'étais le roi du système D. Ouais. Donc, c'est comme ça que tu as commencé à t'émanciper, à grandir. Et De fou. le côté artiste, donc là, il y a les premières graines qui germent, là. C'est ça? Moi, j'ai toujours, en fait, si tu veux, j'ai toujours voulu être acteur à la base. Mais depuis tout petit. Depuis que j'avais 4-5 ans, je voulais être acteur, c'était tracé. C'était quoi les gens qui t'ont donné. Enfin, Écoute, c'est juste que je regardais la Les télé. films. Je crois en vrai, et pareil, j'assume ça. C'est que je regardais la télé et je crois que j'avais tellement besoin d'être aimé et je voulais être dans la télé. Parce que pour moi, ça me paraissait un monde merveilleux. Il n'y avait pas d'insultes. Il y avait que des gens beaux, bien habillés. Parce que putain, mais va à avion, c'est pas des mannequins qui défilent dans les rues. Je suis désolé d'insister. c'est pas des avions. C'est pas des avions de chasse, Bravo. mais du tout. Et tout le monde, il parle comme Choco, machin. Il y a des bagarres entre femmes à 16h au café. Tu vois, elles se tirent les cheveux sur le marché, elles se caillassent. Enfin, c'est pas de l'amour, quoi, tu vois. J'ai pas grandi dans un truc de l'amour du tout. T'avais Et l'accent, toi. alors, je n'ai jamais voulu avoir cet accent. Tu sais pourquoi? Comment ça m'a sauvé aussi? Parce que je voyais la télé et je me disais, mais entre la prof et Claire Chazal, il y en a une des deux qui ment. Et ça peut pas être Claire Chazal qui ment. Tu vois? La prof, elle disait, bonjour, sortez vos cahiers. Et je me dis, non, Claire, elle disait, mesdames et messieurs, bonsoir. Et c'est comme ça que je voulais parler. Et tout le monde disait, putain, mais, alors déjà, t'as traité de pédé. On me disait, mais tu parles comme un bourge, tu te prends pour qui? Mais moi, je savais que j'avais juste à patienter, que j'allais plus voir ces gens-là dans ma vie. Et tu faisais déjà un peu comme tu faisais des genres d'imitation un petit peu. Non, j'aimais un peu imiter Likaku, des trucs comme Ouais. ça, mais c'était, tu sais, moi j'étais très renfermé, hein, parce que je restais tout seul chez moi tout le temps, j'avais pas de copains, donc du coup j'étais tout le temps à la maison. Je vis dans j'avais une situation familiale qui était un peu particulière, du coup il y a beaucoup d'enfants qui avaient pas le droit. En fait, moi j'ai été élevé par 2 femmes, et du coup il y avait plein d'enfants qui avaient pas le droit de parler avec moi, qui avaient pas le droit de venir chez moi, donc déjà c'était plein de surcouches de isolement entre guillemets. Donc si tu veux, comme moi j'avais pas de potes, j'étais toujours à la maison, donc il y avait pas d'interaction, je faisais pas rire les gens comme ça. Mais après, tu dis que quand les gens venaient t'étais un peu la coqueluche parce que t'étais. Sorte de ouais. mascotte un peu. Tu Ouais, vois. une mascotte, espèce de tu faisais des truc, ouais. blagues. Parce que Un tu peu. faisais des blagues. J'étais intégré à partir de 15 ans, là D'accord. ça a changé, ouais, exactement. Mais c'est juste que je racontais des histoires, que j'étais cool, j'étais le seul mec qui avait un appart en face du lycée, c'était top. Tu vois, là pour le coup je faisais des fêtes, c'était bien. Les premières booms. Les premières bouts, moi j'ai fait des petites conneries, tu vois, comme tout le monde, Ouais, mais comme quoi. honnêtement, je regarde le recul. C'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais je regarde ma vie et je me dis putain, mais j'aurais tellement pu mal tourner. Tu vis seul à 15 piges, t'es dans une cité, t'as pas trop d'argent, machin, etc. et tout. J'aurais pu faire 1000 conneries que j'ai pas faites. Et là, la libération, c'est Lille. Ah putain, 17 ans, j'ai découvert la carte bleue et les garçons. On m'insultait plus dans la rue. Je pouvais m'habiller n'importe comment. C'était extraordinaire. Je suis allé à la fac de droit et c'était une année sabbatique, autant te Ah, dire. t'as fait la fac de droit direct. Ouais, parce qu'il fallait pour avoir la bourse. Oui. Et je vais te dire un truc. Comme j'avais pas du tout d'argent et que je suis né en novembre, le 1er novembre, j'avais 18 ans, personne ne voulait me prendre pour travailler. Il fallait bien que je paye, tu vois, le loyer que je mange. J'avais fait une combine qui est terrible, mais en même temps c'est presque mignon. C'est qu'en fait j'avais fait une grille, j'avais mis des lunettes, une veste en jean, j'avais fait une grille comme si j'allais voyager à Londres. J'étais en terminale pour gratter 2 € au porte-à-porte. Et avec cet argent-là, je me payais à manger, les fringues et tout ça. C'était rusé.
Oui, ça a marché. Ouais. Et quand tu fais ces études de droit, tu avais encore ce En fait, tu truc voulais en faire tête d'artiste. Non, en fait, c'était juste que pour moi, je viens pas. Évidemment, il n'y a pas une notion artistique dans ma famille. Il n'y a pas de. Enfin, si, il y a, mais j'ai pas grandi dans ça. Il y a eu des influences. Mon grand-père il était chanteur bah, je sais pas, mais franchement, je l'ai pas connu. Il est décédé la veille de Chanteur sa. de quelle origine? L'histoire, elle est trop dingue. C'est rigolo, tu vois, je l'ai dit qu'une fois ce truc-là. En fait, mon grand-père, enfin ma mère elle a dû faire des recherches pour retrouver son père, etc. C'est tout un délire et tout. Et simplement, mon grand-père c'était un peu une rockstar. Et en fait, tu sais, il y avait les filles qui criaient son nom, etc. Dans les années 60. Il faisait les premières parties d'Eddie Mitchell et tout. Et il est mort. Imagine le mec Toub à 19 ans. Accident de voiture, parce que dans le Nord, t'as les enfants très tôt. Et du coup, il est mort la veille de sa première télé avec Johnny. T'imagines? C'est-à-dire qu'il aurait dû avoir une carrière peut-être. Ouais, enfin une trajectoire De ouf. De ouf. Donc à son âme. Mais moi je l'ai jamais connu, donc j'ai pas été élevé dans un truc artistique, il y avait pas de, tu vois. Qu'il était à l'époque des yéyés avec ouais. Avec toute la bande. Mais à fond, aussi les salut Vartans, des copains ça, et compagnie. dingue. Et t'as retrouvé des photos, des ouais, disques qu'il a il y a fait. des fan clubs sur internet. Tu sais comment il existent. s'appelle? Non. Son nom, Ouais, c'est le groupe, c'est les Frénétiques. Des frénétiques. Ouais, les Frénétiques, et il y a des fan clubs sur internet, il y a des disques et tout. C'est trop marrant, ouais. Ça, c'est le grand-père. Ouais, mais je l'ai connu, parce que moi j'ai connu cette histoire assez tard, parce que ma mère l'avait découvert elle-même assez tard, ensuite machin, etc. Donc j'ai pas grandi dans un truc artistique. Et pourquoi je voulais la fac de droit? Parce que oui, je voulais être acteur, mais je me suis dit, barre-toi de là. Donc si tu veux, pour me barrer, il fallait une bourse. Pour avoir une bourse, il fallait être inscrit en fac. Donc je suis allé dans la grande ville avec la bourse, la fac. Je suis pas allé à la fac, je suis allé que 3-4 fois dans l'année à la fac. Là, je me suis fait quelques potes. J'ai découvert la vie. J'ai tout de suite arrêté la fac, j'ai pris des jobs. J'avais déjà, dès que je suis à 18 ans et un jour, je travaillais chez Pizza Pie. Et après, ouais, Pizza Pie, je faisais la plonge, c'était horrible. J'en ramassais, il y avait des cafards hein, parfois, faut le savoir. Le mec, tu sais, je crois que ça va fermer ce truc, cette enseigne. Ouais, bah. Et du coup, tu mettais en plus les cafards, s'il te plaît, il y avait une espèce de salade bar. Tu mettais la main pour retourner, tu sais, tu vidais en gros à la fin du service. Donc il y avait du taboulé. Au bout du plat, je voyais des cafards parfois. Je te jure. C'est quoi l'hygiène là? Ils sont pas passés. C'était un truc de dingue. Je te parle de ça en 2000 à peu près. Donc il y a prescription, mais quand même, c'était ouf. Taboulé de cafard. Taboulé de cafard. Et après, j'ai enchaîné les tafs juste pour. J'avais plus qu'un objectif maintenant, c'était partir à Paris, me casser de là en fait. Et ça s'est concrétisé comment t'as. Parce que t'es arrivé à Paris comme ça, sans un sou en poche. Ah ouais, galère. Le hasard. Lille, pour le coup, franchement, Lille, j'y retourne souvent. C'est vraiment une ville que j'ai kiffé. Et tout Lille, ça. C'est la famille. C'est la famille. C'est la ville où, pour moi, je suis né à Lille, quoi, tu vois. Bref, et du coup, je travaillais au 3 Suisses en tant que conseiller téléphonique. Et 3 Suisses. Je te jure, je faisais plein. Quoi C'est des blagues. Que des blagues. ED, Pizza Pie. Que des blagues. C'est quoi des trucs que j'ai pas reçus? Je faisais que des blagues. Ouais, exactement. 3 cuisses, bonjour. Un vibro, très bien. Pardon, j'ai mal entendu. Ah oui, parce qu'à l'époque, il y avait des achats cachés. Ben ouais, en fait, si tu veux, je prenais les commandes et les réclamations et puis il fallait faire des ventes additionnelles et tout ça. Ouais. Et un jour, il y en a qui m'appelle et je vois un membre du personnel et en fait, il y a un bug. Du coup, je lui demande ce qu'elle fait, on discute, elle me dit, je suis photographe. Et tu sais, je lui sors une phrase tellement que tu peux dire que quand t'as 19 ans, tellement d'ego. Je dis, t'es photographe, moi je suis beau, faut qu'on se rencontre. Et du coup, elle m'a dit ok, elle m'a offert mon premier book gratos et elle m'a mis dans une agence et j'ai commencé à faire des premières pubs qui étaient quand même payées relativement bien. Par rapport à moi, ce que je gagnais, c'était un mois de salaire en 1 heure. Donc, j'ai vite compris un peu le truc. Et je me suis dit, OK, avec cet argent, pars à Paris. Il y a plus d'agences de pub, refais des pubs et paye-toi des cours de théâtre. Mais à Paris, ça s'est pas passé comme prévu. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu veux, moi, je savais que c'était compliqué de trouver un appartement, mais pour des chambres de bonne, c'est un poncif ce que je veux dire, mais t'as 2 heures d'attente. Oui. Et moi, j'allais soudoyer des gens. Je dis, excusez-moi, mais j'arrive dans une semaine, j'ai nulle part où aller. Et la personne me dit, ah, mais j'ai donné à quelqu'un qui est à la rue avec ses enfants depuis 3 semaines. Comment tu peux pas lutter? Du coup, je me suis retrouvé dans un foyer. Alors là, c'était un délire parce que c'était un foyer de jeunes travailleurs. En fait, c'était un foyer délinquant avec un joli nom. Donc, c'était, il y avait, je me rappelle, une douche pour 22 chambres. 8 mètres carrés de chambre. Il fallait rentrer avec une carte d'identité. Si tu voulais faire dormir quelqu'un chez toi, c'était 5 nuits par mois autorisées. Et moi, j'étais au rez-de-chaussée au-dessus d'un théâtre, au-dessus d'un théâtre, le 20e théâtre, et j'entendais applaudir tous les soirs. C'était quel théâtre? 20e théâtre. Il est où exactement? Il est, moi, c'était rue Ménilmontant, et le 20e théâtre, je connais pas l'adresse, mais c'est collé, c'est juste derrière. Ça existe toujours? Oui. C'est LJT au 54 rue Ménilmontant, ça existe encore. Et du coup, j'entendais applaudir tous les soirs. Et comme j'ai beaucoup d'ego, je me dis, mais c'est moi qu'on doit applaudir, faut que je descende d'un étage, tu vois. Et mais en vrai, c'était cool cette situation de vivre au premier parce que tout le monde avait besoin, pareil, un peu comme dans la cité, tout le monde avait besoin de moi parce que comme je vivais au premier, je faisais passer en douce tous les copains et les copines des gars
qui étaient Ouais. là. Quand ils Ils avaient passaient le- tous par ma chambre. Ouais, quand ils avaient plus Ouais, le parce qu'il quota y de avait 5. un mec qui contrôlait ouais. l'entrée. donc, Exactement, ouais, il y avait que 5 nuits, donc tout le monde savait que moi je pouvais ouvrir ma fenêtre. Après, j'ai commencé à demander 5 euros, on a cassé ma fenêtre. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, tu avais quitté un village par un autre village, quoi. Ouais, Exactement. Exactement. Je suis resté 2 ans dans ce foyer. Et le truc qui est marrant, c'est que la première fois que je suis arrivé, je crois que la vérité, je crois que j'ai chialé parce que c'était tellement pas ce que j'attendais de Paris. J'ai fait une allergie à la pollution, j'avais des boutons partout sur le visage pendant un mois. C'est pas grave. C'était comme ça. Psychosomatique. Et en fait, après, je suis allé à Neuilly-sur-Seine. Et finalement, la pote qui me louait ça, qui me sous-louait ça, est revenue. On avait co-loué. C'était tellement un enfer que je suis revenu par moi-même au foyer. Et comme je connaissais les règles, c'était juste trop facile après. Ah, t'as C'est comme- préféré le foyer? C'est-à-dire Ouais. que tu trouvais que le Retourner cadre, au foyer, le au cadre moins, était meilleur? Je pouvais gérer, le cadre était mieux que Neuilly-sur-Seine. Pourtant, petit jardin, il y avait un gardien qui t'ouvrait, qui amenait tes invités à ta porte, etc. Je préférais mon foyer tranquille, 8 mètres carrés, je connaissais les enjeux. Il y avait une bonne ambiance. Et la deuxième c'était- fois, je l'ai vécu tellement mieux, tellement plus cool. Et après, c'était bon, c'était démarré. C'était Ma quoi? vie était C'était démarrée après ça. le côté bohème un peu. C'est-à-dire, tu rentrais dans une aventure. Ouais, bah c'était des aventures, mais c'était quand même un peu rude. Mais si tu veux, limite le foyer, moi je connaissais ça parce que je venais déjà de la cité à la base. Oui, voilà. Je connaissais cet univers-là et le fait d'être à Neuilly, tu vois, c'était trop taré pour moi. Tu vois, c'est une pote qui rentrait et elle me disait ouais, je la cherchais depuis 2 jours, machin, elle faisait des d'after, tu vois, elle était habillée en Fendi de la tête aux pieds, elle me disait j'ai pas mis de culotte, enfin, tu vois, c'était un autre délire. Tu vois, c'était autre chose. C'était vraiment autre chose. Un monde C'était à part. la jet set quoi un peu. C'était en quelle année ça? Ça devait être en 2002, 2003. Je vois que Je en crois. parcourant ton Wikipédia, parce que t'as une fiche Wikipédia, faut le dire, c'est Ah oui. quelqu'un d'important qui est Putain, parmi nous. arrête, je suis Ouais, hystérique. grave. Je sais pas qui a fait cette putain de fiche Wikipédia, Ouais, mais je veux la justement, modifier. On se demande. Bah écoute, là, vu ce qu'il y a sur mon Wikipédia, honnêtement, j'aurais pas mis ce qu'il y a sur mon Wikipédia. Alors, tu qu'est-ce vois. que t'aurais changé, par exemple? Bah honnêtement, il y a la première expérience professionnelle, c'est marqué à jouer dans Plus belle la vie. Oui, c'est ça, en 2013, dans le rôle de franchement. Monsieur Bouvet, justement, parce que je me dis 2002-2013, il y a 9 ans. Ouais. Qu'est-ce qui, non, 9 ans, 11 ans. 2002-2013, ouais, il y a En 11 maths. ans. Ouais, il y a 11 ans. c'est-à-dire Il y a que 11 t'avais ans. fait avant 99 francs et C'est ça, t'avais Sex and là- the City. tes premiers cachets, donc ça se passe comment? Alors, ouais, du coup, bah, je suis rentré après le foyer, donc moi j'ai toujours eu des jobs. Du coup, c'était pareil, c'était toujours un peu c'est là où j'ai découvert la mode, Paris, parce que j'étais donc je vivais c'était très schizophrénique. Je vivais au foyer, mais je travaillais au Bon Marché et j'étais responsable chez Kenzo, le plus jeune responsable de France, Kenzo. J'avais 19-20 ans, je crois, et j'allais au cours de théâtre. Donc j'avais le Bon Marché, le cours de théâtre et le foyer. C'était quoi les cours de théâtre? Cours de théâtre, c'était un mec qui était pas un super prof, mais qui était l'assistant Jean-Laurent Cochet. Pas très connu. Après, j'ai fait des bonnes écoles. Ça, c'était cool. Lui, il était un peu gourou. Mais en tout cas, il a appris un peu une discipline et tout. C'était très classique. C'était que du théâtre classique. C'était intensif. C'était 35 heures semaine. J'avais 35 heures semaine, moins mon taf. Donc, du coup, C'est énorme, 35 heures par semaine pour des cours de théâtre. mais c'était tous les jours. Moi, je travaillais tous les après-midi et lui, c'était tous les matins. Et du coup, tous les matins et le samedi, je crois, en journée. Enfin, je sais plus, mais c'était énorme. Il y avait des cours du soir. Il y avait le mardi soir, je crois aussi. Vous étiez en combien On était 15. Ah oui. 15. Et il y a des gens de sa promo Il y en a aucun. que tu connais encore? Non, je crois que vraiment il a brisé tout le monde. Je te jure, il a vraiment brisé tout le monde. Il y a 2-3 personnes qui ont continué dans le théâtre public subventionné. Oui. Mais non, c'est pas un prof. C'était pas un prof recommandable. Je dis ça parce que il y a la méthode américaine que dont beaucoup parlent Actor Studio. Est-ce que tu étais déjà familier de tout ça avant de Non, pas, démarrer, ou- pas avec lui du tout, parce que lui, en fait, pour le coup, alors après, attention, c'était pas un prof qui était, je trouve, pédagogue, et c'était pas un bon prof, mais en revanche, il avait une technique un peu, c'était que les textes classiques, que les trucs, vous voulez pas entendre parler de Cinoche quasiment. Et après, non, en gros, je te fais le truc. Après, je suis allé dans une école géniale, qui s'appelle Studio Pygmalion, où ça a changé ma vie. Ah, Parce que d'accord. si tu veux, en gros, le prof avait un côté gourou, c'est-à-dire que par exemple, il te mettait tous les garçons montés sur scène, toi tu feras ça comme rôle, toi tu feras ça, et il sautait ton tour. Tu vois? Le lendemain, t'étais une star, et le surlendemain, t'étais une merde. Fallait que t'arrêtes. Tu vois ou pas? Bizarre. Et je suis arrivé de 2 ans intensifs de ça, je suis arrivé chez Pygmalion, et j'ai commencé à jouer, on m'a dit, mais Jérémy, t'es tout à fait prêt pour tenir un gros second rôle dans un long métrage. Et j'ai repris toute la confiance. Donc si tu veux, j'ai eu les acquis un peu techniques, plus après la confiance en moi, Ouais, grâce à cette c'est-à-dire école. ce que lui faisait avait pas l'air forcément évident, mais ça t'a servi après. Ouais, exactement. Et en fait, il nous empêchait de faire plein de trucs. D'accord. Tu vois, il y avait, je me rappelle qu'il y avait un rôle, ça m'avait marqué. C'était un casting pour Crustacés et Coquillage, je crois, du Cassel Martineau, qui sont des réalisateurs que j'adore. Et il m'avait dit, ne va pas au casting, c'est un rôle gay, tu dois pas faire ça. Et c'est Édouard Collin qui l'a eu, un comédien, qui a fait effectivement d'autres rôles gays derrière, mais qui a beaucoup plus travaillé que moi, qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc non, faut pas écouter ça, il faut travailler, vraiment travailler, n'écoutez pas les profs. Ouais. Bref, donc en gros,
pendant 3 ans, c'est pour ça que j'ai pas bossé. Après, j'ai commencé à faire des pubs. Et on m'a dit, en vrai, écoute, franchement, t'es blanc, t'es lisse, t'as l'air d'avoir rien vécu dans ta vie. Donc, le cinéma, non, on veut que des gueules ou de la diversité. Donc, honnêtement, fais des pubs parce que là, au moins, en tant que mec lisse, ça va cartonner. Moi, je m'en foutais, alors que je savais très bien que j'avais vécu des choses d'où je venais, tu vois. Et du coup, en gros, on m'a dit, fais des pubs. Et moi, comme j'avais besoin d'argent, donc j'ai pu arrêter mes jobs alimentaires. J'ai fait 80 pubs. Et une fois avoir fait 80 pubs, j'ai dit, 80 pubs. ouais. C'était comment les pubs? Ouais, justement, Des pubs télé, des pubs photos. C'était pas les pubs chic au minéral et parfum. c'est quoi les pires pubs que t'as fait? Si on peut citer les marques. Les pires pubs que j'ai faites, écoute, j'ai toujours essayé de faire des pubs à peu près convenables. Mais je me souviens qu'une fois, j'étais déguisé en cuistot avec une espèce de chapeau hyper haut, avec une bouffée, enfin un chapeau bouffant, avec des œufs, pour des œufs de Pâques à la ratatouille. Ouais, c'était pas très de l'amour. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre de trucs pas. Franchement, tout était à peu près montrable entre guillemets. Après, j'ai aussi fait des défilés. Il y a un défilé. Andrea Cruz, défilé Pompidou, on m'habille en bonhomme Michelin avec un nuage sur la tête et tout le monde me dit t'es extraordinaire. J'ai dit mais les gars, je vois bien que je suis pas extraordinaire. Il y a une vidéo sur YouTube et en plus il y avait un bruiteur et le mec quand j'arrive sur scène il fait un bruit de paix. Je te jure. C'était quoi le c'est concept vidéo gag le truc. J'arrive sur scène, c'est j'arrive, je pose, ça fait c'est horrible. C'était quoi? C'était du prêt-à-porter ou c'était la mode, genre mode pointu, taré un peu. Et il y avait Kiddy Smile dans ce défilé qui défilait aussi. Et d'ailleurs, d'où vient un peu ton sketch sur les défilés masculins? De fou, ils se mordent les joues en cherchant. Mais j'ai vécu ça. Donc t'as fréquenté tout ce milieu artistique, oui. de la nuit parisienne. À fond. La nuit parisienne énormément. Je sortais tous les soirs. C'était quoi tes spots? Mes spots, à l'époque, c'était le Banana Café. Dans le Marais, ça? Ouais, c'était l'Étoile. Ouais. Ça s'appelle l'Arc maintenant. Oui. Un truc de pseudo jet setter de l'époque, un peu Tony Gomez. Ouais, jeunesse, et c'était fou parce que tu sais moi j'allais à l'Étoile tous les vendredis, samedis, dimanches et je rentrais au foyer. Tu vois, l'Étoile, le Queen aussi un peu le dimanche et puis ouais, c'était ça, mais je sortais énormément par contre. Je suis énormément sorti. Tu sors beaucoup? Tu sors autant maintenant ou ça? Non, mais jusqu'à mes 30 ans, j'étais un hystérique des sorties. Ah ouais? Je passais mon temps en boîte de nuit. Et tu rentrais à la fermeture? Ouais, j'ai fait beaucoup de fermetures et puis le but c'était de rentrer pas accompagné. Enfin, de rentrer accompagné, pardon. C'était ça le but. Et souvent, je rentrais pas accompagné. Tu vois, t'avais différents types d'after, quoi. C'était soit l'after, soit l'after. Mais je sortais pour oublier un peu et tout ça, et puis pour rencontrer des gens, et puis ouais. Moi, j'ai toujours, tu sais, quand j'ai ramené quelqu'un à la maison, j'ai toujours pensé que ça pouvait être la personne avec qui je pouvais faire quelque chose. Donc, j'ai eu beaucoup d'espoir. T'es un romantique. De fou. Et du coup, tu fais tes premiers rôles en pub, et ça arrivait comment les vrais. Des vrais rôles qu'on t'a proposé, parce que ton premier seul en scène, c'est en 2014, en 2015. Comment vient chercher le gars. Comment vient cette, dans la carrière, le seul en scène? Alors, le seul en scène, c'est venu parce que il y a eu plusieurs trucs. C'est que j'avais écrit une pièce de théâtre qui s'est jouée en 2010, qui a pas eu un succès, qui était pas un bon souvenir, parce que c'était ma première expérience en tant que comédien au théâtre. Donc la pièce elle avait été très mal montée, la mise en scène n'était pas bonne. On avait, je peux le dire, on avait Valérie Beg à l'époque qui sortait d'un buzz de Miss France, etc. Oui. Et la metteur en scène qui avait pas compris la pièce, qui voulait faire un peu du théâtre, tu sais, un peu pointu. Alors que en fait, j'avais écrit une comédie, elle voulait en faire un truc contemporain. Donc on avait un décor contemporain et sur l'affiche, on avait les têtes coupées. Donc ça servait à rien. Enfin, tu vois, il y avait la communication n'était pas bonne. Ça a duré que 3 mois. C'était pas un bon souvenir. Mais de là, comme j'ai joué au théâtre, on m'a appelé pour notre pièce de théâtre. Après, on m'a appelé pour jouer dans une série. Il y a un agent qui m'a vu. Du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Et ensuite, quelques temps plus tard, il y a un producteur, Alil Vardar, qui m'a appelé en disant, écoute, Jérémy, viens, on la remonte un peu boulevard. On essaie de faire des sous. J'ai dit, ok. Et là, ils ont transformé la pièce, ça s'appelait En attendant la gloire, en Ma mère me rend dingue avec plein de i. J'étais au bout du bout, moralement parlant. Et du coup, avec des actrices très populaires. Et puis, c'était pas cool non plus comme expérience parce que je m'entendais pas avec le metteur en scène, je m'entendais pas avec l'actrice principale, entre guillemets. Parce qu'on était 4. Et les techniciens, ils étaient horribles. Et en fait, j'étais super mal parce qu'en fait, j'ai gagné vraiment bien ma vie. On faisait des salles de 2000 personnes, mais j'aimais pas à part les deux comédiennes, je jouais avec Séverine Ferrer et Emmanuel Boidron à l'époque. Séverine Ferrer. Qui était très, pour le coup,
très bonne camarade, je te promets. Ouais. Vraiment. Elle faisait l'émission Fan 2. Hein. Oui, Elle Fan faisait, 2, l'émi- bien sûr, elle faisait oui. l'émission Fan 2 et les tu gens. sais, il y a beaucoup de gens qui sont un peu qui sont toujours un peu durs avec les gens qui étaient un peu tu sais qui étaient vachement connus dans les années Oui. 2000 etc. et tout. Bah honnêtement, moi je travaille avec Séverine, c'est resté une copine. La meuf juste elle était bonne sur scène, bonne comédienne, super bonne camarade. Enfin trop bon souvenir avec elle, tu vois. Ça l'a jamais intéressé de faire du sur la scène, elle? Séverine, je sais pas du tout là, je crois qu'elle va monter une pièce pour sur les femmes, les violences Ouais. faites aux femmes, donc ça c'est hyper cool. Et puis je l'ai vu dans un film qui va sortir où elle joue très 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 bien. Mais toujours est-il que Séverine Oui. et Emmanuel, très bon souvenir avec elle, tu vois, c'était Emmanuel Badron qui jouait dans Navarro. Mais le reste c'était une cata. En vrai, c'était et du coup, j'étais là à remplir 2000 personnes et à me dire putain mais c'est tellement cheap les gens avec qui je suis, enfin tu vois. Hors Emmanuel et Séverine, mais tous ces gens, je les méprise un peu parce qu'ils sont tellement méchants et tellement ringards. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un de ringard et de pas très doué qui se croit Michael Jackson. C'est terrible en vrai. Et en fait, je vais voir un agent pour changer, tu vois. Et l'agent, il me dit, franchement, c'est chaud. Tu vois, tu joues dans une pièce de théâtre de boulevard, machin, etc. et tout. T'es pas connu, je peux rien faire pour toi. T'écris pas par hasard. Et moi, j'avais écrit une espèce de journal intime de mes sorties de boîte de nuit. Quand j'avais 25 ans, je dis, vas-y, j'ai ça. Et je lui envoie, il me dit, putain, c'est hyper marrant. Et il me dit, viens, on en fait un film. J'ai OK. Donc là, long métrage, ma vie, elle change. Je sais pas si j'ai 30 piges, je me dis, OK, je vais arriver, rôle principal d'un film que j'ai écrit sur ma vie. C'est le feu. Ouais. L'écriture payait 70 000 euros, il faut le dire. Il faut donner les chiffres à un moment donné, il faut Ouais. pas parler chinois, il faut donner les chiffres. Ah, ça fait cher la ligne. 70 000 euros pour le scénario, ok, et tu te prends peut-être 20 000 en tant qu'acteur. C'est énorme. En gros, ça fait 90 000 balles. Ta vie, t'es très content. Et il me dit, tu vas réaliser. Moi, je suis pas réalisateur, il me dit, on va te prendre un réalisateur. Et en fait, il me choisit quelqu'un. Et en fait, je me rends compte que la personne, on n'a pas vraiment le même humour. Donc là, c'est un peu compliqué. Et surtout, je me rends compte de quoi? C'est qu'on a un contrat d'un an. Et avant que le contrat se termine, j'avais trop hâte que ça se termine. Parce que lui, il était un peu mégalo, un peu taré et tout. Et il y avait un humour de beauf, un peu vulgaire. Et en fait, là, au moment où ça se termine le contrat, il trouve un producteur très connu, de films à succès très connu. Et moi, je me dis, ma vie, elle est partie. C'est pas grave si le réalisateur, tu t'entends pas trop avec lui, tu prends sur toi, t'as vu d'où tu viens, tu prends 90 000 euros, t'es au cinéma, ta carrière elle est lancée. Et sauf qu'en fait, ces enfoirés, ces bâtards, ils réécrivent tout le scénar dans mon dos. Au fur et à mesure, et ils castent des inconnus pour mon rôle, même pas des gens connus, des inconnus, et ils réécrivent tout, et c'était avant MeToo. Et en fait, le but du réalisateur, c'était de mettre des meufs à poil tout le temps dans le film pour pouvoir les mater, éventuellement les sauter si possible. Et du coup, un Sex and the City gay, c'est devenu avec des meufs qui étaient à poil et qui disaient, regarde ma chatte comme elle est belle. Tu veux pas me mettre un doigt pour voir ce que ça fait? Non. Et si tu veux, là où je me suis dit, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les femmes, mais je savais pas que mon respect valait 90 000 euros, parce que du coup, j'ai arrêté le projet. Et du coup, j'ai tout perdu, parce qu'en fait, comme je me l'ai raconté dans ma tête, Oui. je me suis dit, je vais devenir une star du cinéma. Du coup, toutes les pubs, tu sais, les 80 pubs que j'avais faites, on continuait à m'appeler. J'ai dit, non, les amis, je refuse. Mais du coup, j'avais plus rien. Parce que moi, j'ai touché que 10 000 balles d'avance. Et du coup, ça a été RSA. Tu vois, donc la descente. Et là, je me suis dit, ok, t'es au RSA. Tu sors de 2 expériences de merde entre ta pièce de boulevard qui a été remontée, qui a été démontée à foison, le truc. Vas-y, t'as plus rien à perdre. On me disait, faut que tu te rapproches de Jarry si tu veux faire de l'humour. J'ai dit, ok, j'ai rencontré Jarry qui, à l'époque, voulait me mettre en scène et ça s'est pas fait. Il voulait que j'arrive à poil sur scène. J'ai dit, merci, s'il te plaît. Je vais pas arriver à poil. T'es ouf. C'est trop, ça va être trop impressionnant pour les gens. Non. Et, Poil faire des poil, complexes. oui, d'accord. de ouf. Mais par contre, là où, en fait, lui, il s'occupait d'un théâtre qu'il avait revendu à l'époque, un petit théâtre de 25 places. J'ai loué le théâtre pour 3 mois. J'ai fait un seul en scène, j'étais jamais monté sur scène de ma vie. C'est-à-dire que je suis allé faire un comedy club qui s'appelait, je sais plus comment, un Ménilmontant avec la mère d'Aurélien Vic, Françoise Deldic. Je sais plus comment ça s'appelait ce truc. Le Changeman. Ah, le Je suis allé au Changeman. Changeman, j'étais programmé au Changeman. J'ai vu ça, j'ai dit j'y arriverai pas, je suis parti. Les plateaux, en fait, Ouais, t'arrivais le sur plateau. les, t'arrivais J'arrive sur les, un plateau. tu connaissais pas les Non. les scènes Et je suis ouvertes, parti. J'ai dit j'y arriverai pas, je suis parti. Et du coup, j'y suis retourné la veille de ma première. ça D'accord. Pour faire. Et Léa Landau aussi, elle m'a beaucoup aidé parce que du coup, c'était une pote, on s'était retrouvés. Ouais, Léa Landau, pardon, je t'interromps. Ouais. On a fait un podcast il y a pas longtemps. T'étais beaucoup en photo avec elle, vous êtes Ouais. très proches. On est très proches. Parce qu'en fait, on s'est connus à 20 ans. Quand je suis arrivé à Paris à 20 ans, on avait fait un boys band, girls band ensemble. Avec Léa, on a enregistré un disque. Non. Et ouais, On peut ouais, l'écouter. c'est vrai. Je sais pas, moi je l'ai, mais je sais pas si, je pense pas Avec que ce une soit sur maison de internet. disques et Faut tout. sortir, vous ça. avez- C'était, en fait, on devait enregistrer une espèce de série télé. On avait enregistré le générique ensemble. En fait, c'était un gars qui était, c'était trop, l'histoire, putain, c'est que d'histoires marrantes, mais en fait, c'était un escroc. C'était notre première expérience un peu pro
où tu dis ça va décoller pour moi, 20 piges, et c'était un escroc. Et le gars, en fait, il avait fait ça pour impressionner. C'était que mytho, il avait pas payé la maison, il avait pas payé le studio d'enregistrement, il avait payé personne, il avait fait que des chèques en bois à tout le monde. Et en fait, il était amoureux d'une comédienne, il voulait l'impressionner. Et il se trouve que la comédienne, il savait pas, mais elle était lesbienne. Tu vois le truc? Et donc, on a fait une descente avec Léa. On a fait une descente et moi je suis un peu chaud. Je dois dire la vérité, c'est que je suis calme mais je peux être un petit peu chaud. Faut pas te la faire à l'envers. Non, jamais. Ça c'est les origines. Ouais, c'est les origines qui remontent direct. Vite, ouais. Et du coup, j'ai motivé tout le monde pour qu'on fasse une descente chez le gars. Donc on est arrivé à 8. Armé ou juste les mains? Non, juste les mains, bien sûr, pour discuter coup de pression. Ouais. Et en fait, le mec, c'est pas cool ce que je vais dire, mais en fait, il a voulu se suicider. Dans le sens, il s'est mis par la fenêtre et il a enjambé la fenêtre. Et tout le monde disait, mais non, ne saute pas. Mais moi, je savais qu'il allait pas faire, tu vois. Et je paraissais pour un sans cœur. Je dis, bah, franchement, s'il veut faire, faut qu'il fasse. Non, je rigole. Le mec horrible. C'était haut, c'était très haut, ouais. C'était très haut. Léa, elle peut te raconter cette scène. Ouais. Et du coup, on a arrêté de l'emmerder, mais en gros, parce que le mec s'est retrouvé coincé dans son mensonge, tu vois. Il a vu qu'il y a 8 personnes qu'il a pas payé pendant 2 mois qui débarquent chez lui. C'est compliqué, tu vois. Ça s'est fini comment? Bah, ça s'est fini qu'on s'est tous séparés. C'était un peu, souviens-toi l'été dernier, l'histoire, tu vois. Du coup, évidemment, le mec s'est pas suicidé et personne l'aurait laissé faire. Mais du coup, on s'est un peu perdu de vue. Je l'avais revu, Léa, je crois en 2010, dans Cette les Stars. Elle présentait dans Cette les Stars. Une de ses premières expériences. Et donc le spectacle Bon à marier. Ouais, donc là tu arrives sur les plateaux et je retrouve Léa dans Cette les Stars et Léa elle m'invite à son one woman show et je lui explique que je vais faire un truc. Elle me dit bah viens faire des premières parties et c'est là que j'ai commencé. Première partie de Léa Lando, 3 mois, un petit théâtre de 25 places. J'ai eu un bon article, ça a rempli le théâtre et après c'était parti. C'est comme ça. L'écriture c'était comment à ce moment-là? Écoute, moi je sortais d'une histoire où en fait j'avais vécu avec quelqu'un pendant 2 ans et puis ensuite on s'est séparés. J'étais malheureux comme la pierre et je sortais quelqu'un un peu, c'est la relation pansement, tu vois, un peu genre Rebound Guy, c'est celui qui te fait rebondir. Il m'a pas fait Reborn, mais tu vois, il m'a Rebound Girl, ouais. C'est qu'il te fait rebondir pour passer à autre chose. Ah ouais, bah là écoute, ça s'est pas passé comme ça parce qu'en fait si tu veux, en gros on s'est ensemble 3 semaines, je le quitte, je dis ah t'es pas pour moi et en fait les deux se sont mis ensemble juste après. Je ne sais pas par quel hasard de destin du monde, ils se sont rencontrés après moi. Et ils se sont mis ensemble. Et ils sont venus me voir en me disant écoute, on n'a pas encore couché ensemble, on attendait de te l'annoncer pour coucher ensemble. Ah ouais. On parle souvent de toi. C'est quand même très bizarre. Et du coup, je me suis dit ok, soit je les tue, soit je fais un spectacle. J'ai fait un spectacle. C'était le point de départ. Après, je parlais pas que de ça, mais. Parce que le stand-up, donc on va en parler, c'est du personnel, du vécu que tu partages avec des gens que tu connais pas. Et on fait des blagues avec. Est-ce que déjà, toi, à l'époque, tu savais ce que c'était le stand-up? Pas du tout. J'ai commencé en faisant de l'humour un peu ringard. Je faisais que du one-man show. Je faisais des personnages et tout ça, et j'avais les références de Muriel Robin, Eli Kaku, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Oui. Et, mais il fallait faire un set de 5 minutes pour aller jouer en comedy club et faire la promo et ramener des gens. Et les 5 minutes, c'était toujours avec un micro en mode stand-up, et j'allais au Deb Jam, tu sais, du Jamel Comedy Club, c'est les scènes ouvertes. Et j'allais un petit peu au Paname. Et on me programmait au plateau plus drôle les filles. Je te jure, on me programmait là-dedans. Et du coup, parce que je connaissais personne et c'était les nanas qui programmaient. Tu vois, c'était pas la programmation officielle. Elles disaient non, viens et tout. Et j'ai commencé à kiffer ça. Et au bout de 2 ans, je me putain, c'est tellement ringard ce que tu fais, c'est tellement différent de ce que tu fais en plateau. Et je me suis dit, arrête tout ça et raconte ta vraie vie. Et voilà. Donc là, t'as fait page blanche, t'es reparti. Exactement. Mais je raconte sur scène ma vie un peu de l'amour. En vrai, je devrais peut-être Kader Aoun, qui est le patron, mon Pygmalion, le papa du stand-up en France. Il me dit toujours de raconter mon enfance. J'ai jamais parlé sur scène. Peut-être faudrait que je raconte des trucs comme ça. Bah c'est ça, parce que les gens, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est les trucs personnels. Le background. Ouais, le background, que tu parles de ta vie et trouver les vannes dessus. C'est vrai que c'est peut-être pas difficile, mais c'est peut-être un moyen pour toi de franchir une étape par rapport à ça. Ouais, parce que dès que je suis arrivé à Paris, j'ai été tout de suite attiré par le luxe, les fringues, j'ai travaillé dans la mode, je fréquentais ces milieux-là, etc. et tout. Et en fait, j'avais tellement manqué quand j'étais jeune que du coup, je pense que je me suis fait cette éducation de fringues, etc. et tout, de mecs qui kiffent la mode, les sapes et tout. Mais en fait, derrière ça, il y a le gars qui a tellement, tu vois ce que je veux dire, qui collait ses petites pizzas pour bouffer, quoi. Donc évidemment, et Kader me dit d'en parler sur scène, mais je sais pas si ça ferait rire les gens, c'est un peu Cosette, hein. Ben non. Enfin, c'est tragicomique, mais il y a un tragicomique, il y a comique. Ouais, de ouf. Et ouais, vas-y. Et justement, comment on passe de l'écriture one man à stand-up? Voilà. Comment t'intègres ça? Bah, écoute, très différent. Bah, déjà, évidemment, j'ai viré tous les personnages, donc plus d'interprétation que toi. Je parlais sans prise de micro, c'est très con, mais pour moi, le micro, pied de micro, ça donne aussi une posture et ça t'aide. Et puis, les comédie clubs. C'est les comédie clubs. En fait, c'est avoir 5.
5 qui marchent, 10, 15, 20, c'est que comme ça. Ouais, par palier. Ouais, par palier. Le stand-up, il est venu que par palier. Et qui t'a aidé dans le stand-up pour justement franchir cette étape? Honnêtement, c'est moi-même. J'ai pas honte de dire c'est moi-même parce que le one-man show, c'était Léa Lando et que j'aime et que j'aimerais toute ma vie. Tu vois, elle m'a vraiment mis le pied à l'étrier du seul en scène ou du one-woman show. Et c'est drôle parce que... Léa, on t'embrasse. Léa, je l'adore et je l'aime d'amour et je l'embrasse. Et c'est drôle parce que je pense pas qu'elle m'en voudrait de dire ça et je crois que je dis un peu la vérité. C'est moi aussi qui l'ai. Alors, elle avait fait un autre seul en scène et c'est moi qui l'ai motivée il y a 4-5 mois en disant viens au Paname, fais du stand-up, etc. Tu vois. Donc elle m'avait tendu la main pour le truc et moi j'étais aussi content de lui tendre la main pour ça. Et puis aussi Léa, je dois dire un truc, c'est que Léa, elle m'avait parlé d'une audition que j'ai réussi sur Europe 1. Donc j'ai eu du taf grâce à elle aussi pendant 4 ans. Faut la reconnaissance. T'as été quoi. chroniqueur dans l'émission d'Anne Romanoff, ouais, exactement. À chaque fois, tu C'était parlais. quoi enfin, je veux dire, ça consistait en quoi à l'époque? Quand t'arrivais chez Roumanoff, fallait créer une chronique. Sur l'actualité? Alors, c'était un vrai taf. Hein. Il fallait faire une chronique d'humeur, mais qui colle un peu à l'actu. Donc, soit une actu, ça peut être une actu politique, une actu, un fait divers, ou quand t'es un peu à court d'inspiration, ça peut être les soldes, ça peut être un truc dans l'air du temps, que les gens vivent en ce moment. Tu vois, les impôts, les conneries comme ça. Donc, t'avais une chronique de 3 minutes qu'il fallait écrire. Mais après, ce qui était hyper compliqué dans l'émission et ce qui était hyper laborieux, je trouve, c'est que en fait on avait des top 10, donc on devait dire 10 punchlines. Après t'avais des brèves d'actualité où là en fait t'avais des sujets, il fallait donner des brèves, et ensuite t'avais un autre truc, je crois, pas un canular mais un truc comme ça. C'était beaucoup de travail. J'ai beaucoup appris mais c'était beaucoup de travail. C'était très laborieux. Mais ça t'a permis d'acquérir une façon de travailler pour développer. Tu sais, Anne, je vais te dire, Anne Romanoff, c'est pareil. Tu sais, il y a beaucoup de gens, Anne, qui disent elle est pas branchouille, etc. et tout. Moi, c'est une nana. Je vais te dire, je pourrais jamais dire quoi que ce soit sur elle. Je l'aime d'amour. Elle m'a fait bouffer pendant 4 ans. Par principe, déjà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu manges pas mais la reconnaissance du ventre, mais de ouf, c'est une nana qui est hyper intelligente. Et même les fois, nous, en 4 ans, je me suis jamais pris la tête avec elle. Jamais. Et déjà, c'est rare dans n'importe quel boulot artistique que tu te prends pas la tête avec ton employeur. Il y a jamais eu un mot plus haut que l'autre avec Anne, tu vois. Jamais entre nous il y a eu ça. Et par contre, là où je suis très reconnaissant de son travail qui était difficile, qui était exigeant, c'est quand je suis arrivé chez Mouloud à Chour, chez Click TV, dans l'émission de Click, je suis arrivé avec des chroniques qui étaient, je pense, qui étaient pas béton, mais en tout cas où il y avait des punchs. Tu vois, c'était pas je viens avec mon humeur, s'il y en a qui improvisaient un peu, mais moi j'étais l'école d'Anne Romanoff, donc j'arrivais, c'est bam, 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 punch, 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 tu vois. Parce qu'elle m'avait appris ce côté efficace. T'avais la mécanique. Ouais, et voilà, exactement, c'est ça. Si tu l'as bien exprimé, elle m'a appris la mécanique. Parce que te faire rire pour la télé et la radio, c'est pas pareil que sur scène. Exactement. En quoi ça diffère, si tu pourrais expliquer? Sur scène, c'est très simple. Sur scène, t'installes un personnage, tu peux avoir une vanne au bout de 4 minutes parce que les gens, ils sont en empathie, ils te connaissent. Tandis qu'un plateau, une chronique, radio, t'as 3 minutes. Faut que t'en mettes dans le panier, quoi. Faut être efficace. Et il y avait du public pendant l'émission qui était là? Chez Anne Romanoff, ouais, du public, toujours les mêmes, des retraités. Oui, c'est ça, c'est des retraités qui viennent avec des cahiers, avec des autographes qui attendent à chaque fois, qui font des toujours les mêmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions de radio où il y a du public, hein, en fait. Ouais. Je pense que, je sais pas d'où ça vient, hein, peut-être des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a les late shows. Ouais, bien sûr. Où il y a du public et c'est très important que les gens rigolent pendant le show. Donc vous faisiez par rapport au public qui était là? Ouais, et c'était un public assez âgé, donc parfois ils avaient pas les rêves. Et en fait, c'était, alors tu vois ce que, non mais c'est vrai, ce que Anne elle m'a appris aussi, c'est à être populaire. Pas dans mon spectacle, mais dans mes chroniques, dans le sens où parler au plus grand nombre, pas faire des trucs. Elle kiffe les trucs pointus dans la vie, mais à la radio, faire des trucs un peu moins élitistes, même si tu peux faire 2-3 vannes, mais faire quand même des trucs que tout le monde comprend, quoi, tu vois. Si tu parles de l'épicerie, de quinoa, de la rue, tu vois, Charlot, du 3e arrondissement de Paris. Bon, je sais pas si tout le monde a la rêve vraiment, en fait. Avion, ils ont pas la référence. Avion, ils ont pas la rêve. Faut parler avec celui qui habite dans le Gers, celui qui habite dans le centre de Paris, celui qui est à l'étranger. Et ça, respect à elle pour ça, vraiment. Ouais. Et des chroniques dont t'es fier qu'on peut... Ouais. Bah écoute, j'ai 2-3 chroniques chez Europe 1. Célébrité ou d'un ouais, je suis très content de ma chronique avec Julien Doré, par exemple. Julien Doré, il a kiffé, lui. Ouais, en plus on m'avait dit, putain, Julien Doré, à l'époque, on m'avait dit, ouais, tu verras, il ça raconte, il est hyper prétentieux, etc. et tout. Et le gars, il arrive super sympa, super simple. Bon client, donc je m'étais mis une espèce de pression pour rien, et le gars était super. Et la chronique, c'était trop cool. Je sais pas, Olivia Ruiz, c'était cool. Elodie Frégé, c'était cool. Enfin non, j'ai des bons souvenirs. Ségolène Royal, c'était cool. Cet humoriste que j'adore, Guy Bedos.
Oui. Avec Christine Bérou. J'avais refait La Drague, version 2018. Oui, le sketch qu'il avait fait avec. C'était cool. Et t'avais dit quoi après Guy Bedos, c'est quand même. Bah Guy, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, lui, il avait beaucoup ri, il était vraiment soutenant et tout, mais tu sais, il commençait à aller un peu pas bien, il était pas en pleine forme, donc c'était déjà un peu compliqué. Pour ces prochains mois, pour ces 2-3 ans qui viennent, comment tu te vois? Écoute, je sais par où je veux aller, je sais où je veux aller, mais le truc c'est que j'ai beaucoup d'angoisse, comme beaucoup d'artistes. Donc il y a beaucoup de... Parfois tout va bien, et puis parfois il y a des mois où 3 fois par semaine je vais me dire j'arrête tout. J'arrête le stand-up, j'arrête de vouloir être acteur, j'arrête d'écrire. Tu vois, j'investis dans les bitcoins et j'attends. Ça, vraiment, tu doutes concrètement, par exemple un soir, j'y vais pas. C'est pas tellement je doute, c'est l'envie. Oui. Tu vois, c'est aussi c'est l'envie, le côté marathonien. Tu vois, qui est difficile. Et puis il y a un côté en fait qui me joue beaucoup de tours parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis très courageux dans le travail et je pense l'être. Mais parfois le courage que je peux mettre dans le travail, il est à la même proportion que ma flemme dans le travail. C'est-à-dire que par exemple, j'ai pu écrire des chroniques pendant 4 piges. Quasiment tous les matins chez Romanov, donc quand même faut bûcher, tu vois, plus mon spectacle, plus d'autres trucs à côté, clic pareil, et puis parfois j'ai une flemme monumentale. C'est-à-dire que mon deuxième roman, ça fait 6 ans, tout le monde m'avait dit, ah putain, mais toi, t'écris tellement vite, ton deuxième roman, c'est dans 3 mois. Et j'avais dit, les gars, c'est mal me connaître. Bah ça fait 6 ans, il est pas fini. Ouais, c'est comme salle de sport, le plus dur, c'est de commencer, quoi. Et là, ce qui m'angoisse beaucoup, c'est qu'en fait, comme je suis assez flemmard, je fais pas de vidéos. Je fais pas de vidéos et en fait, j'ai l'impression qu'il y a que comme ça que je pourrais percer, c'est les vidéos et les abonnés sur Instagram. Et il y a que comme ça. Et en vrai, le principe m'embête de travailler gratuitement, que c'est un investissement. Tu vois, vraiment de fournir un travail gratos tous les jours. Mais parfois, je me dis, il faudrait que j'arrête tout. Je prenne une année sabbatique et je fasse que des vidéos. Et en un an, je reviens avec mon spectacle. Ouais, parce que tu auras des abonnés qui pourront venir à ton spectacle par la suite. J'aurai des abonnés, j'aurai les marques. J'ai déjà des marques très cool, tu vois. Mais j'aurai plein de trucs et qui font que ce sera mieux. Donc, parce qu'il y a toujours l'aspect production, l'aspect artisan. Ouais. C'est-à-dire, tu dois jongler entre les deux. Tu fais un produit que tu vends. Exactement. Ça, mais il doit y avoir quand même l'artistique doit primer. De ouf, mais de fou. Écoute, alors pour répondre à ta question, en tout cas, dans 3 ans, j'espère bien que j'aurai peut-être fait l'Olympia. Dans 3 ans, ça serait cool. Et puis, d'avoir des beaux rôles d'acteurs. Des rôles chouettes, j'aurais réalisé mon film, que mon roman sera sorti, je l'aurais adapté, enfin genre de choses. Deuxième roman, où je parle de mon enfance un peu plus. Ouais, dans le premier roman, sur un film là, j'aimerais bien, ouais. Bah écoute, j'ai plein de projets j'avais mis des projets en développement, etc. Et j'ai 4 scénarios, tu vois, donc j'aimerais bien qu'ils aboutissent. Ouais. Et puis faire mon film perso, j'aimerais bien le faire, quoi. Mais j'ai trop de flemme pour ça, c'est ça qui est compliqué. Et t'as personne avec qui tu bosses, non? Non, parce que quand je travaille avec des co-auteurs, ils ont toujours dénaturé les projets. Donc c'est dur de trouver des gens qui qui respectent ton idée. Et au niveau de la mise en scène, tu travailles avec quelqu'un? Avec moi-même. Le mec est solo. T'as un échange avec quelqu'un pendant que c'est toi qui colles les affiches dans la rue et tout. Il y a des retours. Ouais, bien sûr, j'ai mes producteurs qui me font des retours. J'ai Kader Aoun que j'écoute beaucoup, qui me tire vers le haut. Je suis toujours preneur de ses conseils. Tu vois, quand on fait la Cigale Paname, tu vois, je propose mon truc et lui après il dit enlève ça, fais plus ça, etc. Et là je l'écoute beaucoup. Kader, il t'a fait progresser. Mais Kader, bien sûr, mais Kader pour moi, en un an, c'est que du bon. Kader, c'est que le mec, il m'a mis au tas du rond-point en première partie de Mathieu Madénian, des premières parties en tournée, tout payé, toujours très chic. Tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui payent pas dans ce métier. Toujours un cachet, ce qui fait plaisir aussi, ce qui est cool, c'est respectueux. Un bon catering. Un bon catering, je sais pas, mais en tout cas, il m'a mis mes premières télés de stand-up direct à la Cigale France 2. Ouais. Tu vois. La vidéo sur YouTube. Vidéo sur YouTube. Du coup, les gens de France 2, ils m'ont vu, ils m'ont aimé, ils ont acheté un spectacle qui va diffuser sur France 4, Culture Box. Donc, tout ça, c'est quand même grâce à Kader. Donc, trop cool. Ça s'enchaîne. Cool. De ouf. Très bien. Écoute, super. On te souhaite que tu bon pour la suite. Ouais. Donc, merci beaucoup. Deuxième roman, bientôt un film, j'espère. Et puis, allez voir son spectacle Viens, on se marre, qui est tous les mercredis au Palais des Glaces. Au Palais des Glaces, bien sûr, qui est prolongé jusqu'au mois de mars. Et on espère un peu plus et peut-être dans d'autres salles un peu plus grandes. De fou. Car tu le mérites. Et continuer les comedy clubs surtout. Ouais. C'est à envoyer de la vanne parce que c'est pas le même contexte. Non. Tu vois, quand t'es dans un comedy club, un peu plus d'impro peut-être, tu aimerais bien aller sur les impros. Plus d'impro, plus de trucs qui rentrent pas dans ton spectacle. Et puis et le Paname pour moi c'est la maison aussi. Ouais. Donc c'est vraiment la maison, donc c'est là où je suis à l'aise de faire des trucs que je testerais pas ailleurs, etc. L'humour trash. Ouais. T'aimerais bien y aller des fois sur là, ouais. Là, je commence à écrire de plus en plus des trucs, pas forcément sur le cul, mais tu sais sur la religion, sur plein de trucs et tout. Donc j'aimerais bien y aller un peu plus.
Très bien. C'est tout ce qu'on te souhaite. Bah, merci d'avoir été avec nous Merci, aujourd'hui. Jérémy. Puis, Merci. C'était on se super. retrouve. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Le Pitch Club.